Merci d'être venus, si nombreux, avant tout. Et depuis le début, on a eu une photographe assez désolante et assez malheureuse. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien commencer avec des belles choses. Et donc avec Gezi. Donc Gezi 2013. Et donc en 2013, il y avait des belles photos à Istanbul. Donc la photo juste en haut, à votre gauche, donc c'était un des réunions, un des meetings, rassemblements qui ont été faits à Taksim et autour de Taksim pendant 10 jours. Mais il n'y avait pas que des rassemblements ou des slogans, etc. Voilà. On me demandait de parler de cette façon. Et il y avait des danses, il y avait des belles choses à Taksim pendant 10 jours. Et la réponse de l'AKP a été la photo juste en bas de la photo de rassemblement. Et bien entendu, il y a eu aussi une réponse que j'ai choisi à montrer avec la photo à droite en bas. Mais j'aimerais aussi parler une petite anecdote concernant la capacité du calcul mental qui s'est manifestée pendant Gezi. Parce qu'en France, ou à Paris, on a l'habitude d'entendre la différence de dénombrement de nombre de manifestants par les forces de l'ordre et par les manifestants. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a connu un exemple où les manifestants contredit, mais de façon, avec une proportion, on dit. Eh bien, ça a eu lieu à Istanbul, à Taksim, en 2013. Donc, les forces de l'ordre, ils ont dû pendant 10 jours, il y a eu à peu près 2 300 000 manifestants dans les rues. Et après, initiative de Taksim, j'ai oublié M, mais c'est faux, en initiative en turc, ils ont dit faux. On n'était pas 2 300 000, on était à peu près 1 500 000, car la police a fait une erreur en comptant la même personne participer à plusieurs manifestants. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les universitaires, pour la paix en 2012, en 2013? Moi, j'ai regardé sous Google, il n'y a aucune photo. Et je n'ai pu trouver que ça, déclaration de paix des 305 universitaires, 2 mois avant à peu près des événements de Gezi en 2013. Avec des photos des machines? Non, ça c'était malheureusement ce qui est resté sur Internet, avec une publicité à côté. Mais vous voyez bien, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez lire, il y avait aussi le nom de professeur Esra Mungan qui était à la tête de ce mouvement à l'époque. En fait, voilà, Gezi nous a fait apprendre, parmi plusieurs choses, quelques points assez importants. À mon avis, dans un premier temps, de ne pas mentir. Deuxième temps, on a appris que dire la vérité ou peut être plus révolutionnaire que n'importe quel discours de propagande. Et Gezi nous a aussi fait apprendre, ou bien il nous a appris, que faire l'humour est plus intelligent et efficace que l'expression de la haine. BAC, en fait, a été initié en 2012. Et depuis 2012, et aussi pendant l'époque de Gezi, les gens qui étaient membres ou qui participaient aux motions, aux activités de BAC étaient considérés comme un petit groupe d'intellos qui ne pouvaient faire que rédiger des pétitions, les signer, bien entendu, mais aussi faire les signer. Personne ne parlait des universitaires, etc., à part cette petite pétition qui
qui ont été publiés ou déclarés. Par contre, il y avait juste une petite différence parmi ce groupe d'intellos et les mouvements intellectuels, historiques, quotidiens en Turquie. Les membres de ce groupe d'intellos ne faisaient pas partie des intellos entre guillemets confirmés qui ont pu bien avaler pendant 10 ans toutes les pilules de nouveau entre guillemets vendues avec le mot démocratie de la AKP. Cette réunion avait été annoncée comme une réunion sur la Grèce et la Turquie. Mais je n'ai pas choisi la photo exprès. C'était une photo que j'avais utilisée pendant notre réunion qui a eu lieu en 13 avril. Donc c'était totalement une coïncidence que je suis tombé sur cette photo. Là on voit tous les hommes que vous connaissez, les hommes de nouveau entre guillemets, parce qu'on a aussi Merkel, qui s'entendent assez bien entre eux, avec des grands sourires. Sauf que, je pense que vous connaissez, le malheureux Davutoğlu ne fait plus partie de cette image. Donc il a été également viré ou bien licencié de son métier, suivant nos collègues en Turquie. Bah voilà, si tu veux. Juste pour résumer, avant de passer de ce qui se passait en 22 avril suite à la pétition du 10 janvier à Istanbul, dire quelques mots sur le projet AKP et sur le changement de cette politique. Juste au début, il y avait 3 gros projets du gouvernement ou du mouvement AKP, ou tout simplement on peut le considérer comme le mouvement d'Erdogan. Entre parenthèses, j'ai mis également les mouvements ou bien les groupes, les personnes, les personnalités qui ont pu être associées à ces gros projets. Le premier projet était l'éloignement de l'armée, de la scène politique, guerre contre l'État profond Ergenekon. Et pour ce projet, Erdogan a pu avoir à ses côtés la communauté européenne, Cemaat de Fethullah Gülen, presque sans réserve, les intellectuels, les démocrates et la média. Le deuxième grand projet qui a été soumis de nouveau, entre guillemets, avec l'étiquette de la démocratie, c'était le référendum d'une nouvelle constitution contre la constitution de 12 septembre. Et très intelligemment, le jour de vote de référendum de cette nouvelle constitution était également 12 septembre. Qui ont été associés, ou bien s'associent à ce mouvement. De nouveau, la communauté européenne a soutenu sans réserve ce projet. Cemaat de Fethullah Gülen a travaillé pour que les gens votent. Les intellectuels, de nouveau les démocrates, la média, et cette fois-ci, puisque c'était, comment dirais-je, montré comme un mouvement contre l'État de 12 septembre, comme les événements de 12 septembre, cette fois-ci les socialistes, les révolutionnaires, les associations sociales, les NGO, avec le choix de oui, mais ce n'est pas suffisant. Le mouvement s'appelait comme ça, c'est-à-dire dire oui au référendum à la nouvelle constitution, mais ce n'est pas suffisant quand même. Et le troisième grand projet, c'était le projet de la résolution kurde. Il y a eu aussi la résolution avec de la question arménienne, etc. Mais le plus grand projet, c'était la résolution de Kurdes. Et cette fois-ci, de nouveau, la communauté européenne était au premier rang des
des institutions qui soutenaient. Jemaat de Fethullah est intellectuel, démocrate, mais bien entendu socialiste, révolutionnaire et association sociale. Eh bien, contre ces trois projets, ou bien on peut le considérer contre la Turquie d'Erdogan, pendant la même période de 10 ans, il y a eu trois mouvements de résistance. Résistance de Gezi, comme nous avons vu avec les belles phrases. Mouvement kurde, qui a commencé contre Daesh en Syrie en 2014, avec un mouvement qui s'est répandu vers le Rojava pour créer la Rojava, le ou la Rojava, notre ami kurde peut me dire le bon. Et je considère également le mouvement des académiciens de la paix comme un troisième mouvement de résistance contre la proposition de l'AKP et d'Erdogan. Alors, on peut se poser la question suivante. Comme j'ai dit tout à l'heure très brièvement que BAC, Barış için Akademisyenler, c'est-à-dire Universitaire pour la paix, a été initié en 2012. Et jusqu'à 2015, il y a eu, je ne sais pas, au moins 15 ou 20 de pétitions. Et pourquoi cette pétition, qui n'était qu'une simple prise de position contre la guerre, a créé autant de colère, peur et la répression, alors qu'elle était rédigée ou faite avec des propos et des phrases beaucoup plus souples, entre guillemets, politically correct, par rapport à ceux qui avaient été utilisés dans les pétitions précédentes. Sur le tableau, vous voyez un peu le bilan actuel. Très rapidement, il y a eu 31 universitaires qui ont été suspendus. Actuellement, 513 universitaires subissent des investigations disciplinaires, ils sont poursuivis. Et il y a eu 11 collègues qui ont quitté leur boulot, un collègue qui a été forcé à passer à la retraite, 37 ont été licenciés, c'était le chiffre le 9 mai dernier. À partir du 9 mai, il y a eu également 8 autres, je pense, non, 2 autres collègues qui ont été, donc il faut rajouter 2, ils sont maintenant 39. Et également 412 universitaires sont poursuivis par des procès légaux au tribunal. Donc ça continue. En fait, si on revient à la question principale, pourquoi cette pétition qui aurait pu être considérée tranquillement parmi des dizaines, peut-être centaines de pétitions a créé autant de colère? Je pense que la réponse à cette question contiendra les éléments pour dessiner notre feuille de route, ou bien les éléments à décider, à déterminer pour la création d'un mouvement ou bien d'un comité de solidarité internationale pour ce mouvement. Pourquoi je dis toujours la création? Parce que ce comité n'existe pas encore. Il y a eu un début. Comme je vous ai montré sur le schéma précédent, donc on a proposé un schéma. En France, on a fait notre première réunion du comité de coordination en France, juste il y a 10 jours, même pas 8 jours. Et vendredi, avec Çağla, nous irons à Londres. Il y aura une autre conférence dans ce contexte. Et on va essayer de les convaincre pour qu'ils créent leur propre comité de coordination. Je peux revenir directement puisque j'ai commencé à parler du schéma. Voilà, donc c'était le schéma qu'on propose pour ce comité.
à part l'Angleterre, à côté de la France, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un soutien direct. Alors que, à la fois, les collègues en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, en Norvège, en Pays-Bas, en Suède, étaient bien mobilisés avant le procès de 22 septembre. Pour l'instant, tout se passe en calme, mais voilà, donc on va essayer de monter ça, de monter ce projet. Bon, si je reviens de nouveau, pas de nouveau, pour la première fois sur le procès 22 septembre, 22 avril, comme Charla a expliqué ce qui s'est passé après le 10 janvier et ce qui s'est passé au 10 mars, donc je ne vais pas entrer en détail, mais la raison pour laquelle ils ont été emprisonnés, ces 4 collègues, était juste de faire une conférence de presse. Et cette conférence de presse, pendant cette conférence de presse, ils ont juste raconté, ils ont fait ce que j'ai fait tout à l'heure, ils ont montré le tableau actuel à l'époque de la répression, qui représentait la répression, le nombre des gens licenciés, les procès, etc. Avec de nouveau une petite anecdote, Meral était à Paris le jour où les 3 autres collègues ont été emprisonnés à Istanbul. On a essayé de la convaincre pour qu'elle reste, pour qu'elle attende notre deuxième conférence d'information qui a eu lieu 13 avril, de nouveau à l'EHESS. Mais pendant 2 jours, elle a hésité, mais au bout du deuxième jour, elle a décidé de rentrer en Turquie. Et elle s'est dit, non, je ne peux pas rester là. Bien entendu, je ne vais pas entrer en détail, mais ici, on travaillait pour l'accompagner au moins avec une dizaine ou vingtaine d'universitaires. C'est-à-dire, on n'a pas voulu l'envoyer seul en Turquie, alors que 3 autres collègues étaient déjà emprisonnés. Et bon, je peux facilement dire, parce qu'on est parmi les gens qui veulent penser là-dessus, la décision de Meral a été basée sur ce propos suivant. Elle m'a dit très clairement, Selim, ne t'en fais pas, mais je ne crois pas qu'il y aura un groupe de dizaines ou vingtaines d'universitaires qui viendront dans 10 jours à ce procès pour m'accompagner. Et moi, dans cette condition-là, je ne peux pas rester ici, j'y vais. Elle est allée et 2 jours après, elle a été également emprisonnée lors de son investigation, etc. Mais le procès de 22 avril a fini, enfin, l'audition du procès, l'audition du 22 avril, s'est terminée heureusement avec une petite victoire. Donc nos 4 collègues ont été libérés. Comme vous voyez dans la photo, c'est la photo de Meral. Et vous ne voyez pas l'autre Esra, juste devant la prison, pendant le moment où elles ont quitté la prison. Qu'est-ce que nous avons fait entre le 10 janvier et 22 avril à l'étranger, en tant que des universitaires? En fait, j'ai essayé d'augmenter un peu le tableau du bilan, mais je n'ai pas pu. Donc il y a eu 4 items, si vous voulez. On a fait des pétitions. On a fait des conférences d'information. En France, il y en a eu 2 à l'EHESS et quelques autres à Paris 8, moi je connais, et à Nantes, je pense aussi. Donc 5 ou 6 au total. Conférences d'information. Il y a eu des déclarations institutionnelles de soutien et il y a eu quelques bourses
de mobilité de courte durée qui ont pu être définis dans ce contexte pour les universitaires qui ont été pénalisés, qui ont été licenciés, etc. Surtout pour les bourses qui ont été destinées, qui ont été ou bien libérées, définies pour les universitaires, il faut peut-être Çağla et Engin peuvent me corriger, mais sauf la bourse de Ayşe qui aura à peu près, qui va durer à peu près 1 an, après 2 ans, après 2 mois à l'EHSS. La plupart des bourses, je pense, ce sont des bourses de tourisme, entre guillemets, de 2 mois, de 3 mois. Donc, ceux qui ont quitté la Turquie sont en Europe ou ailleurs avec une totale précarité, avec plein de problèmes de logement et également prennent plein de problèmes de cartes, de résidents, de visas, etc. Justement, oui. Juste faire un petit commentaire au sujet des universitaires. Donc, je crois qu'on est, en tout cas, qui viennent de Turquie, on est 4 ici. Donc, Ayşe 5. On a 5. Barış et Derya Fırat, ils sont Derya, là aussi, derrière. Derya. Bon, ils sont avec leurs enfants, en fait. Ah, d'accord. Sortis. Donc, bon, ils sont là aussi. Ayşe Dayı qui travaille sur les questions de santé reproductive, Engin sur l'espace kurde, etc. Donc, mais la question, en fait, c'est que donc on a été 1128 à signer la première vague de pétitions et on n'a pas tous été mis en procès. Et on est à peu près, on n'est pas beaucoup à être sortis pour l'instant. On est 40 à avoir été licenciés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a différents niveaux de difficultés. Il y a certains de nos collègues qui n'ont pas été licenciés, qui sont toujours en Turquie, qui en fait vivent des conditions beaucoup plus difficiles que nous, ce qu'on est en train de vivre en Turquie. C'est vrai qu'on a des contrats à court terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de la précarité. On ne va pas pouvoir retravailler en Turquie tant que ces personnes sont au gouvernement, où il va falloir qu'on change de métier, parce que c'est toute l'administration universitaire en fait qui s'est mobilisée contre nous, donc on ne peut plus retravailler en Turquie en ce moment. Mais les personnes, ceux d'entre nous qui sont sortis pour l'instant, c'est les personnes qui avaient ou qui ont cherché en fait à travailler à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, ceux de nos collègues qui continuent à travailler, qui sont dans des universités où ils sont menacés par leurs collègues ou par l'institution elle-même ou même par leurs étudiants, sont dans des situations très difficiles en fait. Et donc c'est pour ça que quand on pense la solidarité, on est obligé de penser par réseau, en fait. Il y a des personnes qui sont à Istanbul, par exemple, dans des grandes universités, qui ont une situation beaucoup plus confortable que ceux qui sont 2 ou 3 signataires dans les petites villes. Et ensuite, ceux qui sont sortis, on a des problèmes qui sont différents que ceux qui sont restés. Donc d'un côté, être licencié, c'est peut-être une des pires choses qui puisse arriver, mais en même temps, rester, c'est aussi très difficile. Donc il y a vraiment, en fait, différents niveaux sur lesquels on doit et on peut travailler. Voilà. Donc, j'ai mis une petite liste qui peut être utilisée pendant les discussions, pendant les interventions, pour résumer ce qu'on peut faire ici ou à l'étranger pour s'associer à ce mouvement. Les 2 premières lignes ont été écrites pendant notre réunion d'information du 13 avril, pardon. On a voulu obtenir la libération de nos 4 collègues incarcérés, donc ça a été fait. On a voulu organiser une présence internationale lors de leur procès, de l'audition du 22 avril. Et malheureusement, de France, je n'ai pu être qu'un seul universitaire, mais EGAM est venu avec 4 observateurs. Et quelques journalistes français étaient présents. Le consul de la Turquie voulait venir, mais elle n'a pas pu être venue. Un représentant, on a eu un email en disant qu'un représentant de l'ambassade de France à Ankara sera présent. Selon nos informations, personne ne l'a vu. Peut-être il est vraiment venu à l'audition, mais malheureusement, on n'a pas pu la croiser. Je finis en 2 minutes. Voilà, par lire.
Donc on voudrait, avec ce comité international, augmenter la visibilité de ce qui se passe en Turquie dans le média, organiser le boycott sélectif des universités qui participent à et exercent la répression fasciste d'État d'Erdogan, organiser un colloque international pour formuler la pression juridique et politique contre le régime d'Erdogan, organiser le collecte de fonds de soutien aux universitaires licenciés, alors qu'ils n'ont pas tout à fait besoin, parce qu'ils s'arrangent très bien pour l'instant à Istanbul, mais surtout pour travailler pour faciliter la mobilité des universitaires pénalisés, et surtout pour créer ou financer des outils, moyens, des institutions qui permettraient d'assurer la possibilité à ces gens d'exercer leur métier de recherche et d'enseignement. Une université alternative, il faut en discuter, en ligne ou en vrai. Un projet européen, peut-être. Mais ce qui est essentiel, mobiliser dans ce contexte, n'est pas une question d'aide, n'est pas une question de faire des dons, n'est pas une question de sympathie, mais en notre goût, pour notre avis, voilà, pour nous, c'était une question de responsabilité. Voilà, merci pour votre patience.